Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 9 février 2021, au sommaire ce soir. On parlera du vaccin anti-Covid-19 avec les doses du laboratoire AstraZeneca qui sont arrivées. Elles permettront une vaccination plus large en France. Ce mardi matin, une centaine de personnels de santé de l'hôpital de Chambéry a reçu sa première dose. Victoria Lopez était présente sur place. Reportage complet dans ce journal. Et puis nous prendrons la direction de Messigny pour notre série de la semaine. Jean-Paul Crespi a choisi de s'intéresser à 3 entreprises créées en 2020. Et pour ce premier épisode, rencontre avec Caroline Piquenot, métallière et gérante de la société Stilca. On ouvre ce journal avec les suites de la vaccination. Pour le moment, un peu plus de 3% de la population a déjà été vaccinée en Savoie. Cela représente au total plus de 14 000 personnes. Parmi elles, on compte de nombreux personnels de santé, notamment ceux âgés de plus de 50 ans ou présentant une comorbidité. Ils avaient reçu en priorité le vaccin Pfizer, mais cette fois, les doses du laboratoire AstraZeneca sont arrivées et vont permettre une vaccination plus large. Et désormais, tous les personnels hospitaliers et libéraux de moins de 65 ans vont pouvoir être vaccinés. Victoria Lopez a suivi ce matin les premières injections à l'hôpital de Chambéry. Reportage. Il est l'un des 3 vaccins homologués en France. Après un mois de campagne, la vaccination passe une nouvelle étape en Savoie avec l'arrivée des doses du laboratoire AstraZeneca. Par rapport à Pfizer, il est plus simple à utiliser. On n'a pas des conditions de conservation qui sont aussi drastiques que le vaccin Pfizer, qui doit être conservé à moins 80 degrés dans des super congélateurs. Là, c'est un vaccin qui arrive avec déjà reconstitué, qui doit être conservé entre 2 et 8 degrés, dans des conditions assez classiques pour un vaccin, rien d'extraordinaire, et qui donc permet de faire en sorte que ce ne soit pas uniquement les hôpitaux qui puissent servir de plateforme d'approvisionnement. Et donc on va pouvoir passer par ce qu'on appelle des grossistes répartiteurs qui travaillent déjà avec l'ensemble des pharmacies et donc de le répandre beaucoup plus facilement. Le deuxième point qui est très important et qui change avec l'AstraZeneca, c'est qu'on a une deuxième alternative au Pfizer, donc ce qui nous permet encore d'élargir le champ de la population qui est vaccinée. Et c'est quand même vraiment un enjeu de pouvoir vacciner le plus largement possible. Dans un premier temps, la vaccination ne concernera que les personnels de santé, hospitaliers et libéraux de moins de 65 ans. On va partir sur une projection de 1 mois. À raison de la possibilité de vacciner 80 professionnels de l'établissement par jour. Le temps que la vaccination puisse également s'organiser en ville par les libéraux, nous avons dans notre service une demi-ligne également qui sera réservée pour les professionnels libéraux. Donc à raison de 20 vaccinations par jour possibles. Et puis voilà, on s'adaptera au fur et à mesure en fonction des demandes et des livraisons. L'hôpital a reçu à ce jour 2000 doses, 2200 sont encore attendues cette semaine. Le vaccin AstraZeneca nécessite 2 injections espacées de 12 semaines contre 3 pour celui de Pfizer. Cet AstraZeneca est un vaccin efficace. On n'a aujourd'hui aucun cas grave des gens qui ont été vaccinés par AstraZeneca. Donc ça veut dire qu'il y a une efficacité. Ce n'est pas aussi efficace que le Pfizer, que l'on réserve pour les gens qui ont du mal à faire une immunité, comme les personnes âgées ou les gens qui sont à très haut risque et qui sont immunodéprimés. Mais c'est un vaccin qui est efficace, qui est bien efficace pour la population que l'on représente, la population des soignants, des professionnels de santé, qui avons quand même capacité, nous, à faire une bonne réaction immunitaire contre ce virus. Au total, 4200 doses ont été réparties entre les différents centres de vaccination de Savoie. Dès le début du mois de mars, la vaccination pourrait être élargie, en lien avec les médecins de ville, à toutes les personnes âgées de 50 à 64 ans, en priorisant toujours les personnes les plus à risque. Le gouvernement l'avait annoncé, les contrôles de respect du couvre-feu se multiplient sur le territoire. En ce début de vacances scolaires, gendarmes et policiers sont en alerte sur les routes. Et en Savoie, la mesure semble être relativement bien respectée, comme l'a constaté sur place Emmanuel Jaude ce mardi soir à Ugine, lors d'une opération filtrante aux alentours de 19 h. Il est 18h45. Moins d'une heure après le couvre-feu, il faut donc une bonne excuse pour être sur la route. Des raisons vérifiées avec attention par les forces de l'ordre ce lundi soir. Monsieur, bonsoir, contrôle gendarmerie. Est-ce que vous avez votre attestation, s'il vous plaît? C'est un contrôle avec plusieurs unités. Nous avons la compagnie de gendarmerie d'Albertville, la brigade territoriale d'Ugine et le PSIC d'Albertville. Et en renfort, on a aussi des éléments de l'escadron de gendarmerie mobile de Tarbes qui viennent nous renforcer. Et c'est un contrôle coordonné pour faire respecter les mesures sanitaires. On essaye de faire respecter les mesures gouvernementales à partir de 18 h, couvre-feu, donc contrôle des attestations. En général, les gens
ils ont les contrôles, ils ont bien les attestations. La plupart du temps, c'est les gens à cette heure-là, ils rentrent du boulot. Il y a quelques rendez-vous médicaux, des retours de rendez-vous médicaux, des retours chez le kiné, mais principalement, c'est retour du travail. Accompagnés des autorisations nécessaires, la grande majorité des véhicules contrôlés étaient donc en règle. Pour autant, ce genre d'opération pourrait bien se multiplier, comme autant de moyens d'action pour lutter contre le virus. Le sens de tout cela, c'est de maintenir l'attention de nos concitoyens. On sait que le couvre-feu participe à la lutte contre le Covid. Et il participe efficacement, on en est convaincu. D'ailleurs, les chiffres sont là pour le montrer. Le Covid continue à circuler activement sur le territoire français et en Savoie notamment, mais de manière pour l'instant relativement stable. Et on pense que ces mesures de couvre-feu participent à cette vigilance de nos concitoyens et participent à la lutte contre le Covid. Et si quelques contrevenants sont tout de même repartis avec une amende de 135 € à régler pour non-respect des règles du couvre-feu, les contrôles restent dans l'ensemble plutôt bien acceptés et compris par les automobilistes. On passe à mon invité du jour et ce soir, un sénateur nous fait l'honneur d'être sur notre plateau. Cyril Pellevat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc sénateur de Haute-Savoie, je viens de le dire. Vous avez été récemment réélu président du groupe d'études du Sénat dédié au développement économique de la montagne. Avant d'évoquer avec vous la situation actuelle, qu'est-ce que cette réélection signifie pour vous ? Écoutez, c'était important de pouvoir continuer le travail qui avait été entrepris ces dernières années parce que la montagne est un sujet qui est toujours d'actualité. On a eu les lois montagne, on a eu les évaluations de la loi montagne, on a eu plus récemment un rapport également sur tout ce qui touche à la prédation et au loup. Et là, avec ce qui se passe aujourd'hui, la crise économique que connaît la montagne, c'est important de pouvoir continuer, surtout que maintenant on a un réseau avec les acteurs et les professionnels de la montagne. Alors les vacances de février ont donc débuté dans notre zone sans remontée mécanique dans les stations. On s'achemine donc vers une saison blanche ou noire, c'est selon comment on se positionne. Votre avis, votre sentiment en tant que parlementaire sur cette situation ? Écoutez, en tant que parlementaire, on ne peut que être déçu de la décision du gouvernement de ne pas avoir décidé de réouvrir les remontées mécaniques sur les vacances de février. Il faut dire qu'on a été quand même nombreux à interpeller soit le Premier ministre, soit les différents ministères pour dire qu'on avait la capacité aujourd'hui, avec un protocole sanitaire strict, de pouvoir réouvrir et de ne pas mettre sur le côté finalement tout un tas d'acteurs. Et quand on voit aujourd'hui les chiffres de fréquentation qui sont à moins 54%, on s'interroge. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en défaveur des stations, selon vous ? Écoutez, c'est très difficile d'avoir aujourd'hui, de la part du gouvernement, des réponses. Alors, bien évidemment, parfois, on nous a parlé du taux d'engorgement dans les hôpitaux, ce qui semble la solution la plus probable. Après, on nous a parlé des faits qu'il pouvait y avoir dans les stations, de la vie des stations. Maintenant, force est de constater que si on regarde les chiffres au niveau de la traumatologie, au niveau également de l'engorgement des hôpitaux, on est quand même loin de la saturation. Donc, on peut s'interroger. C'est vrai que moi, j'avais mené, notamment dans le cadre du groupe développement économique de la montagne, au mois de décembre dernier, toute une série d'auditions. Et dedans, je proposais à peu près une quarantaine de pistes sur lesquelles on pouvait travailler aussi bien en termes de traumatologie, d'accidentologie et aussi de protocoles sanitaires stricts. Et je pense qu'il y avait quand même des solutions. Est-ce que la montagne française peut se remettre de cet hiver qui va laisser énormément de traces ? Écoutez, est-ce qu'elle est suffisamment armée pour se remettre ? On attend, ce matin, il y a un décret qui est sorti par rapport au financement. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de lister tous les acteurs, toutes les difficultés, que l'on puisse mettre toutes les aides et de voir quels sont les trous dans la raquette pour que l'année prochaine, on n'ait pas d'acteurs qui soient sur le carreau et qu'on puisse repartir avec tous les professionnels. Et là, c'est les enjeux qu'on a en ce moment, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau du Parlement. Vous avez pu participer aux différentes réunions qui ont lieu entre les professionnels de la montagne et le gouvernement ? Écoutez, j'ai pas pu assister sur les rendez-vous qui avaient lieu avec le Premier ministre. Par contre, j'ai mené toute une série d'auditions avec les professionnels et bien évidemment, on est en lien, on va dire, quotidien avec le ministère et notamment Bercy pour ajuster les aides. Est-ce que les arguments de l'exécutif, ils vous semblent recevables aujourd'hui ? Je serais tenté de dire que non. On entend beaucoup parler du modèle économique de la montagne. Est-ce qu'il est encore viable, selon vous, dans sa forme actuelle ? Écoutez, clairement, je pense que le modèle économique de la montagne, qui était axé aujourd'hui sur le tout-neige, est sur un point sur lequel aujourd'hui, il faut qu'on arrive à proposer des alternatives. Et clairement, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à développer de plus en plus un tourisme des 2 saisons plus, voire des 4 saisons, et qu'on mette en place aujourd'hui, pourquoi pas un fonds souverain pour préparer cette transition, parce qu'on a aussi, sur les 50, 60 dernières années, un réchauffement, donc on voit qu'on a moins de neige, on voit qu'on a des stations qui sont condamnées sur les 20, 30 prochaines années à ne plus avoir de neige, donc comment on arrive à le travailler
février. Donc c'est des pistes sur lesquelles j'ai pu intervenir. Maintenant, on le voit, il y a quand même une volonté de la part notamment du secrétaire d'État au tourisme de mettre des fonds. Donc avec un plan neige, et nous on l'avait demandé dans le cadre d'un plan Marshall, donc à voir comment cela se traduira, mais bien évidemment on sera aux côtés des professionnels pour pouvoir développer ce nouveau tourisme. Hervé Guémard et Christian Monteil ont annoncé il y a quelques semaines la tenue d'assises du tourisme. Jean Castex a promis 4 milliards d'euros pour la montagne. Est-ce que toutes ces mesures elles vont être suffisantes ? Écoutez, sur les 4 milliards d'euros qu'a annoncé aujourd'hui le Premier ministre, c'est des mesures qui ont déjà été en vigueur. Et sur les 4 milliards, il faut voir qu'on a quand même 2,3 milliards qui sont aujourd'hui des prêts garantis par l'État. Donc, ce n'est quand même pas des financements. Ce qu'on annonce, c'est qu'en gros, l'aide ou le soutien inclut le PGE, ça sera 6 à 7 milliards. Donc, on verra si ça suffira. Par contre, nous, on sera vigilants, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'ait pas de trou dans la raquette. Après, il est important également qu'on puisse avoir les départements, donc en l'occurrence la Savoie, la Haute-Savoie, et également la région, parce qu'on a Laurent Wauquiez qui est venu en Haute-Savoie récemment et qui a fait le tour de tous les massifs, pour qu'on ait finalement cette complémentarité État et collectivités qui, chacun dans leurs compétences, pourront amener, parce que je vous le dis, l'important c'est pourquoi pas de travailler sur un nouveau modèle, mais également qu'on laisse personne sur la route et qu'on retrouve bientôt les acteurs quand les remontées mécaniques pourront réouvrir. Avec cette crise, est-ce que vous avez le sentiment que votre rôle, votre fonction de parlementaire est encore plus importante de porter la voix du département de la Haute-Savoie à Paris où les décisions ne vont pas forcément dans le bon sens en ce moment ? Écoutez, clairement, notre rôle de parlementaire, c'est de parler au nom d'eux. Donc, c'est un peu ce que l'on fait avec les interlocuteurs, parce que clairement, on est en première ligne, que ce soit aussi bien d'un point de vue des restaurateurs que des remontées mécaniques, que des personnes, les locations de ski et j'en passe. Mais pour le coup, on s'aperçoit quand même que malheureusement, notre gouvernement n'a pas forcément tendance à nous associer dans les décisions qui sont prises, alors on sent le pouls de la population, on sent les contraintes. Et oui, c'est un peu difficile de se faire entendre, mais notre rôle aujourd'hui est quand même important. On a un petit peu le sentiment, avec cette crise, avec cette pandémie qui dure depuis maintenant 1 an, que le fossé se creuse entre l'exécutif, Paris, et la province. Oui, disons que le fossé aujourd'hui est plus visible qu'avant, avec des décisions qui sont prises de façon unilatérale et qui concernent l'intégralité du territoire. Donc là-dessus, c'est aussi une des spécificités de la part du Sénat et des élus que nous sommes, c'est vraiment de faire valoir cette différenciation des concentrations. Et on aura un texte dans les prochains mois qui s'appelle le texte 3D ou 4D, donc, sur lesquels on pourra faire des propositions, notamment en ce qui a trait à la montagne, au littoral, au territoire rural, parce qu'aujourd'hui, on le voit, on ne peut plus commander sur une façon centralisée parisienne. Il faut vraiment qu'on prenne en compte les spécificités du terrain et tout ça. Pour en revenir aux remontées mécaniques qui sont fermées, est-ce que vous imaginez peut-être une issue positive peut-être pour la fin de cette saison ou selon vous c'est vraiment terminé là ? Écoutez, il faudra regarder si on arrive. Donc on a déjà l'information que pour le mois de février, c'est condamné. Après, il y a peut-être une ouverture au mois au mois de mars, pardon. On a quand même entendu aujourd'hui le ministre de la Santé qui annonce qu'il espère qu'il n'y aura pas de reconfinement. Donc du moins, le spectre du reconfinement s'éloigne. Donc pourquoi pas avoir une ouverture au mois de mars. Maintenant, il faudra regarder quelles sont les conditions. J'ai eu quelques responsables de stations en ligne. Donc il y en a certaines qui sont prêtes à le faire. Donc ça dépendra de l'enneigement. Ça dépendra de beaucoup de choses et aussi de l'équilibre économique et ce à quoi le gouvernement s'engage. Cyril Pellevat, la montagne, ce n'est pas que les sports d'hiver, vous l'avez assez répété. Vous avez d'ailleurs écrit ce vendredi avec plusieurs de vos collègues à Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, concernant justement la politique agricole commune. Oui, tout à fait. Donc, en fait, on a eu un accord sur le plan pluriannuel 2021-2027 sur la PAC au mois de juillet dernier. Et pour le coup, le ministre de l'Agriculture actuel a lancé une concertation. Et nous, ce que l'on a souhaité avec mes collègues qui sont tous issus des massifs et des territoires de montagne, c'est vraiment que l'on puisse prendre en considération cette spécificité de la montagne et que l'on puisse, pour certains, continuer les aides qui sont là, notamment sur le handicap qui est lié vraiment à la morphologie, sur le soutien à l'installation des jeunes, sur les aides qui peuvent être déclenchées, les spécificités. Donc ce qu'on voudrait, c'est que l'agriculture de montagne ne soit pas sacrifiée dans la prochaine politique agricole commune. Donc c'est pour ça qu'on a remonté ce courrier très rapidement dans les consultations pour qu'on puisse le tenir en compte et on voit qu'il a été malmené. On parle de l'agropastoralisme, la présence du loup, des prédations. Donc il y a tout un tas de choses à vraiment éclaircir et vraiment à tenir compte pour le ministre de l'Agriculture. On espère qu'il viendra prochainement ici. C'est compliqué d'être élu de montagne en ce moment ?
C'est un challenge, hein, bien évidemment, parce que clairement, et je pense que je l'ai aussi assez rappelé, on voit la montagne, on considère que les gens qui viennent en montagne, c'est un sport de riche, mais on ne voit pas non plus tout l'écosystème qui est à côté. On parle de 18 000 emplois directs, de 100 000 emplois indirects, mais c'est même beaucoup plus quand on parle des fonds de vallée. Donc je dirais, déjà quand on est élu de Haute-Savoie, c'est toujours difficile de dire on a des spécificités frontalières, montagne, etc. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse comprendre que ce n'est pas juste un hobby de riche, mais que derrière, il y a tout un écosystème, il y a toute une économie et aujourd'hui, il est important que l'on puisse la maintenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Cyril Pellevat d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Place à notre série. Cette semaine, Jean-Paul Crespy nous propose 3 portraits de jeunes entrepreneurs qui ont choisi de créer leur entreprise en 2020, et ce malgré toutes les contraintes liées à la pandémie de coronavirus. Première rencontre ce mardi soir avec Caroline Picnot, qui a décidé de rompre avec son quotidien d'entreprise pour créer sa société Stylka, dont l'un des objectifs est d'imaginer et de fabriquer du mobilier contemporain. Reportage. Imaginée et organisée administrativement pendant plus d'1 an, la petite entreprise Stylka devient réalité en septembre 2020. Son identité, le métal, la soudure et la création de mobilier contemporain. Sa seconde spécificité, la détermination, une certaine idée de la liberté, de la part de celle qui a souhaité écrire la suite de son aventure. Une reconversion, une formation au métier de soudeur, un métier qu'elle découvre tardivement pour aujourd'hui ne plus le quitter. Dans son atelier, elle complète son travail de création par des missions qui lui sont confiées, des missions ponctuelles qui lui garantissent de pouvoir, à son rythme, développer son entreprise. L'idée, c'est de faire un métier adapté à ce que je suis et ce que j'aime faire. J'aime le contact avec les gens, j'aime fabriquer avec mes mains, j'aime vendre. L'autonomie, la liberté et la création, j'avais envie de créer. Je travaillais en industrie et j'avais envie de créer des choses que j'avais envie de créer, que j'avais imaginées. Quand je soude, je m'imagine ce que je pourrais faire, ce que je pourrais créer, et j'ai plein d'idées quand je soude. Le silence quand on soude, la fusion de la matière et cet environnement, quand on baisse la cagoule, c'est tout noir, ça fait rêver. Ça me fait rêver. L'une de ses fiertés à ce jour a été de démontrer qu'une femme peut rivaliser avec des hommes dans un métier très masculin et difficile au quotidien. Longtemps salariée, elle conserve de très bons souvenirs de l'entreprise qui lui a permis de construire sa confiance. Le fait d'avoir une double activité, de proposer de la prestation de services en soudure et de la création, je ne dirais pas que c'est double investissement humain parce que je ne sais pas ce que c'est juste pour une activité, mais c'est énorme. Si c'était à refaire, je ferais pareil. Tout pareil. Malgré son jeune âge, l'entreprise Stylka prend lentement son envol. En s'imposant à elle pour gagner en maturité, l'atelier de création et de fabrication doit maintenant imposer son style et les lignes de ses créations. La soudure, quant à elle, depuis longtemps maîtrisée, est devenue son art dans la continuité de l'exigence de son métier. Quelques images de boxe anglaise à présent avec un gala qui s'est tenu à huis clos ce samedi à Gaillard. 2 boxeurs d'Annemasse étaient présents sur le ring, notamment Lagdar Ouzar et Mike Dimunch. En super welter, Lagdar Ouzar, qui disputait son 3e combat professionnel, a créé la surprise en battant l'expérimenté Camille Marotta au point. Déception en revanche pour Mike Dimunch contre Steven Bonicel. Le Haut-Savoyard s'est incliné sur arrêt de l'arbitre dès la première reprise après une blessure. Je vous propose d'écouter les réactions des 2 boxeurs du team Benatia. Après plusieurs mois sans boxer, j'ai retrouvé des belles sensations. Le mot d'ordre, c'était « fais-toi plaisir avant tout ». Je pense que c'est ce que j'ai fait ce soir. J'ai vraiment pris plaisir à boxer Camille. Et Camille, à qui je dis un grand merci à toi d'être venu me boxer. C'était vraiment un plaisir de te boxer et j'espère qu'on se reverra. Merci à tous, ceux qui me suivent, ceux qui me supportent. J'ai commencé le combat comme à mon habitude, généreux. Je suis tombé sur un boxeur qui avait à peu près la même boxe que moi. Du coup, au contact, je prends un coup de tête, qui m'envoie à l'arcade. Beaucoup frustré. Et du coup, je perds par rapport à la blessure pour privilégier la santé, comme on dit. Alors, beaucoup déçu, mais on reviendra plus fort. Un grand merci à Patrice Parisi pour les images. Et j'ajoute que 2 championnats de France ont été programmés en mars à Nantes pour Maëlys Gangloff et en juin pour Mehdi Madani. Ce sera du côté de Rumilly.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Après la météo de Thierry Paume, place au deuxième épisode de Panorama. L'émission est consacrée aux Contamines Montjoie cette semaine. On se quitte avec des images de la Coupe d'Europe de Big Air qui s'est tenue ce week-end aux Arcs. On notera la très belle victoire de l'homme en forme de la discipline du moment, Antoine Adélis. Chez les femmes, doublé français également, avec le succès de Bérénice Dodd devant Kim Dumont. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau journal.